je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Oliflow et une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une vidéo où je vais répondre à absolument toutes vos questions sans tabou et en toute transparence. C'est vrai que vous êtes plusieurs à me poser régulièrement des questions sur mon compte, notamment Instagram, sur comment je suis devenue prof de yoga, est-ce que les débuts sont difficiles. J'ai regroupé ces questions et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors du coup, première question, enfin j'en ai noté 3 auxquelles je vais répondre d'affilée, ça sera plus simple. Pourquoi tu as voulu devenir professeur de yoga? Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier? Et quelle formation tu as faite pour devenir prof de yoga? Alors, je vais commencer d'abord par expliquer un petit peu mon parcours pour pouvoir répondre à la première question. Il faut savoir que je n'ai pas toujours voulu devenir prof de yoga. D'ailleurs, je ne pensais jamais faire ce métier en toute transparence. J'étais avant dans la communication, j'ai fait des études BTS, licence, master dans la communication stratégique et digitale. J'ai travaillé en agence. Je me suis ensuite lancée à mon compte en mars 2019 en lançant ma propre agence So Influence, qui était une agence d'influence éthique et éco-responsable. Donc j'accompagnais les petites marques et un peu plus grosses marques également à se faire connaître, notamment sur les réseaux sociaux, à travers des influenceurs, créateurs de contenu qui partageaient les mêmes valeurs. Donc c'était vraiment un métier qui me tenait à cœur puisque c'était quelque chose que j'avais développé, cette partie influence digitale dans mon alternance. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas le faire tout simplement moi, pourquoi pas lancer une agence qui est vraiment nichée là-dessus puisque ça n'existait pas forcément en 2019. Donc c'est comme ça qu'est né So Influence. J'ai fait plusieurs années à travers ce métier et au fur et à mesure en fait que j'évoluais personnellement dans ma vie, j'arrivais plus à trouver en fait cet alignement avec ce métier en sachant que le domaine de l'influence a beaucoup évolué. C'était devenu en fait anxiogène honnêtement pour moi. C'était un métier dans lequel je m'épanouissais pleinement pendant on va dire allez 3 ans et petit à petit je perdais la flamme en fait par rapport à ce métier. Ceux qui m'animaient au début ne m'animaient plus du tout en fait. Et du coup ce que j'ai fait au lieu de changer directement de métier, j'ai essayé de trouver un nouveau souffle à mon métier que j'avais et la vie s'en est mêlée puisqu'on m'a fait la proposition d'intervenir dans les écoles de communication pour donner des cours. Alors non pas en tant que prof à l'année, mais sur des modules en tant qu'experte sur la thématique du marketing d'influence et notamment éthique et éco-responsable puisque le marketing d'influence existait mais vraiment ciblé avec des valeurs éthiques et éco-responsables, ça se faisait pas forcément. Donc je ne vais pas vous cacher que j'ai bien stressé puisque quand j'étais en études, j'étais loin d'être la première à lever le doigt et à passer au tableau. Au contraire, je me cachais bien comme il faut. Mais je me suis dit, allez, let's go, c'est une opportunité de la vie. Ça peut te donner un nouvel élan dans ton métier. Donc, j'ai commencé à donner des cours dans les écoles de communication, style Subdecom et FAP, Subdeweb, le groupe Media School, etc. Ça m'a permis vraiment de retrouver cet élan que j'avais perdu dans mon métier. Mais ça n'a pas suffi, on va dire, sur la durée. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un gros cheminement personnel qui s'est fait et qui a influencé en fait aussi du coup forcément mon cheminement professionnel. En sachant qu'entre tout ça, en 2022, durant l'été 2022, avec mon chéri, on a fait notre premier voyage ensemble, gros voyage en tant qu'adulte. Nous sommes partis un mois à Bali et je sais c'est très cliché, mais ce voyage a été une révélation. En fait, ce voyage nous a vraiment permis de se ressourcer et surtout d'ouvrir notre esprit à autre chose que d'être cantonné dans notre petit quotidien, dans notre petite vie cantonnée à notre petite routine, à ouvrir vraiment notre esprit, ouvrir notre champ des possibles et à travers les rencontres qu'on a faites notamment, à prendre conscience de l'importance de vivre le moment présent, d'apprendre à s'écouter et surtout, étant donné qu'on passe beaucoup de temps à notre travail, d'y trouver du sens et d'arriver en tout cas à faire un métier qui nous plaît. Et c'est vrai qu'en fait, alors on en rigole énormément maintenant, mais la vie s'en est mêlée également. Puisqu'on a eu un accident de scooter, le gros cliché pareil à Bali, en fin de séjour heureusement, mais qui a été difficile à gérer. Et on a été du coup restreint de rester chez nous. Moi j'ai eu les béquilles pendant un petit temps, l'infirmière qui passait tous les jours pour soigner nos plaies, etc. Mais en fait ça nous a permis, en tout cas pour moi, de prendre le temps de me questionner sur ce que je voulais, sur ce que je ne voulais plus. J'ai vraiment eu un gros travail d'introspection qui a été fait à ce moment-là. Et ça a été comme une évidence en fait de me tourner vers le domaine du bien-être. En sachant, entre tout ça, j'ai lancé, je crois, fin 2021
Je me rappelle plus exactement, mais j'avais lancé du coup un compte Instagram Oliflow, donc le même nom que cette chaîne YouTube, où je partageais tout mon cheminement, on va dire un petit peu spirituel, mon cheminement également personnel, et j'avais divisé en fait mon compte personnel, donc qui est Dupuis Solène, sur lequel maintenant je communique uniquement, et mon compte Oliflow sur lequel je partageais un petit peu ce cheminement à travers le bien-être, le dev perso, le mouvement, le yoga, etc., sans être avec une casquette de prof de yoga pour le moment. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps pourquoi tu sépares ces deux comptes, étant donné que ça fait partie de toi finalement et que ça n'a pas besoin d'être scindé. Donc, première étape, ça avait été ça, c'était déjà de regrouper mon compte Instagram. Suite à tout ce cheminement, suite au voyage à Bali, c'est passé beaucoup de choses intérieurement. J'ai lancé mes premiers rituels de lune parce que je me sens très connectée à la lune qui est reliée au féminin, à la douceur, à l'émotionnel, à tout notre monde intérieur. Je sais plus quand est-ce que je les ai lancés, mais ça s'est fait à peu près à ce moment-là. Mais j'avais toujours pas de casquette de prof de yoga à ce moment-là. Mais c'est là où j'ai mis, on va dire, le pied sur quelque chose qui est que j'aimais en fait partager le fait de prendre soin de soi, de se reconnecter au corps, d'apprendre à ralentir, d'apprendre vraiment à se connecter de quelque chose de plus profond et de se mettre notamment en mouvement avec douceur et avec respect et bienveillance envers soi. Mais au fur et à mesure de ces rituels, c'est vrai que je me suis posé la question, ok Solène, tu fais ça, mais je manquais en fait de légitimité. Alors maintenant c'est un gros sujet, mais c'est ce que je ressentais en tout cas avant. Je manquais de légitimité, j'avais besoin d'avoir une casquette dite professionnelle pour continuer sur cette lancée et notamment proposer plus de yoga et de mouvements à proprement parler. Du coup, ce voyage en fait m'a aidé à y voir plus clair sur tout ça et je me suis dit ok, let's go, j'ai compris ce que je veux faire, je veux devenir professeur de yoga. Et je vous assure qu'on m'aurait dit ça il y a quelque temps, je n'y aurais jamais cru et pourtant ma tante, ma marraine Aude, m'a toujours dit qu'elle me verrait bien en tant que prof de yoga. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'a priori sur ce métier, on en reparlera après, qui fait que jusqu'à ce moment-là, j'avais pas forcément l'envie. Donc, je n'ai pas toujours été prof de yoga. Ce qui m'a donné envie finalement, c'est mon cheminement personnel. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si le yoga m'avait trouvé. C'est pas moi qui ai cherché le yoga, c'est le yoga qui m'a trouvé. Ça a été, on va dire, pour moi une porte d'entrée pour tendre vers quelque chose d'un petit peu plus grand au début, qui était ces rituels de lune, où je proposais de l'introspection, du dev perso, donc du journaling, beaucoup, du mouvement sans rentrer dans la catégorie yoga, de la méditation, de la visualisation, etc. Et ça m'a permis, à ce moment-là en tout cas, d'essayer de trouver plus de légitimité, alors qu'on le sait maintenant que la légitimité ne se construit pas à travers les diplômes et les formations qu'on peut avoir, mais à travers l'expérience qu'on acquiert. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais besoin d'avoir cette casquette un peu diplômante, même si en soi, je vous l'expliquerai juste après, mais le diplôme de prof de yoga n'est absolument pas reconnu par l'État, c'est juste en soi un bout de papier, mais qui permet d'acquérir en tout cas des bases qui sont importantes quand on veut tendre vers l'enseignement, en tout cas à des élèves. Donc, pour devenir prof de yoga, il faut avoir obligatoirement un 200 heures. Ça peut être un yoga vinyasa, un yoga, je sais pas, ashtanga, hatha yoga, il existe plein de yogas différents. Moi, j'ai choisi le vinyasa qui me correspondait parfaitement puisque c'est un yoga plus dynamique, plus fluide et notamment plus créatif. Donc j'ai fait mon 200 heures et suite à ça, je me suis spécialisée en yoga dance, un yoga qui est un petit peu moins connu, assez moderne, qui allie mes deux passions et qui fait vraiment sens pour moi puisque je suis une danseuse dans l'âme. Je pratique la danse depuis que j'ai 3 ans et demi si je dis pas de bêtises et ça a toujours fait partie de moi, ça a été toujours mon moyen d'expression, vraiment mon langage finalement, c'est la danse et du coup j'ai trouvé la parfaite harmonie en me spécialisant du coup en yoga dance à travers la formation officielle de yoga dance. Suite à ça, je me suis ensuite formée en yoga prénatal et postnatal puisque j'avais envie de rajouter une corde à mon arc et surtout de bien comprendre comment adapter ces séances aux femmes enceintes, notamment qui participent à mes cours collectifs, mais surtout de pouvoir ensuite les rediriger vers des accompagnements personnalisés en cours particuliers bien plus adaptés puisque chaque corps et chaque grossesse est différente. Donc voilà, j'ai fait ces 3 diplômes pour le moment. Ça se trouve, je continuerai à me former de toute façon. Quand on est prof de yoga, on reste éternel élève également. Et du coup, voilà comment s'est passé un petit peu mon parcours. Ça a été vraiment... ça n'a pas été fluide. Ça s'est pas fait d'un trait comme ça. Ça a été un peu chaotique, des hauts, des bas. J'ai passé, je pense, 1 an et demi à être totalement perdue professionnellement. Ça a été très difficile, vraiment financièrement également. J'ai pas de honte à le dire. Forcément, quand on a une perte de motivation dans son travail, ça vaut pour tous les métiers. Surtout quand on est à son compte où on n'a pas de salaire qui tombe chaque mois. C'est nous qui devons nous sortir notre propre salaire à travers
travers les clients qu'on a, c'est vrai que ça a été une période compliquée, mais honnêtement, alors je dirais pas que j'aimerais revivre cette période, parce qu'honnêtement non, mais je pense qu'elle était nécessaire pour tendre vers là où je suis en tout cas maintenant. Prochaine question, est-ce que les débuts sont difficiles? Est-ce que tu vis de ton activité? Alors, honnêtement, est-ce que les débuts sont difficiles? Oui, j'ai envie de dire, comme dans tous les métiers et comme dans tout métier à son compte. Moi, pourquoi ça a été difficile sans rentrer peut-être trop dans les détails, parce que c'est pas forcément le but là de cette vidéo. Mais moi, ce qui a été difficile, c'est déjà de trouver la légitimité d'enseigner suite à mon 200 heures et 50 heures de yoga danse. Certes, on a un diplôme, on a tout ce qu'il faut, on est outillé en quelque sorte pour transmettre en toute sécurité, en toute bienveillance, etc. Mais je manquais vraiment de confiance en moi pour me lancer, me dire allez, let's go, maintenant, il faut que tu donnes tes premiers cours. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis vachement entraînée à travers ma famille, mes proches, ma voisine, Cindy, si tu passes par là. Je donnais mes premiers cours pour vraiment m'entraîner et me sentir un petit peu plus en confiance, voilà, à travers l'enseignement. Et c'est tout à fait normal, ça demande du temps. Et ça s'acquiert également à travers l'expérience. Pourquoi ça a été difficile également? Ça a été difficile parce que il y avait déjà des professeurs de yoga sur le village dans lequel j'exerce, donc Castries, à côté de Montpellier. Et ça a été très difficile de se faire une petite place, un village où il y avait déjà du yoga et où notamment ça s'est pas très bien passé avec l'une des profs de yoga qui était mon ancienne professeure de yoga. Je rentrerai pas dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo et je ne veux cracher absolument sur personne, mais moralement déjà que les débuts sont très difficiles, j'avoue que là ça m'a rajouté des bâtons dans les roues et ce qui faisait qu'on n'avait pas forcément envie de me laisser des salles pour pouvoir exercer. J'ai dû faire un peu des pieds et des mains pour pouvoir avoir des salles, en sachant que quand on se lance en tant que prof de yoga, il y a plusieurs façons. Soit on peut donner des cours en studio, donc on est rémunéré plutôt à l'heure plutôt qu'au nombre d'élèves, c'est-à-dire que si vous avez 3 élèves ou 20 élèves, vous serez rémunéré exactement la même chose, je sais pas moi par exemple 60 € de l'heure par exemple. Soit vous faites comme moi et vous passez par une association. En sachant que quand on passe par une association, donc moi je suis en statut auto-entrepreneur et j'exerce au sein de l'association Danse ton yoga Castries, mais dont je ne fais pas partie du bureau. C'est-à-dire que le bureau, ce sont d'autres personnes qui gèrent l'association, mais moi, je viens exercer en tant qu'indépendante, professeure de yoga à mon compte au sein de cette association Danse ton yoga Castries. Donc je suis la professeure en gros de cette association et en passant par une association, l'avantage c'est de pouvoir passer par la mairie et la mairie loue des salles à l'association qui sont à des prix très abordables par rapport à ce qu'on peut retrouver dans des studios ou des salles privées. Donc c'était un gros avantage déjà de commencer de cette façon-là. Donc je suis indépendante, auto-entrepreneur qui intervient à travers l'association Danse ton yoga. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà comment ça se passe. Les débuts difficiles, ça a été surtout par rapport à ça et se créer aussi son petit réseau, etc. L'avantage que j'ai eu, c'est que étant communicante de base, j'ai tous les codes pour bien gérer les réseaux sociaux, être bien référencée sur Google, avoir un beau site internet, etc. Ça, c'était quand même un gros avantage qui m'a permis de créer des flyers super sympas, des affiches, d'avoir tous les codes en tout cas pour essayer en tout cas de me faire une petite place à ma petite échelle au début sur Castries. J'ai commencé d'ailleurs par d'abord donner des cours en ligne et des cours en présentiel en extérieur. J'ai vraiment une période, je crois que j'ai commencé en avril à enseigner. D'avril à août, j'ai donné beaucoup de cours sur cette période en extérieur pour déjà me faire connaître en amont de la rentrée qui était en septembre. Et je pense que ça m'a vraiment aidée. Je pense que je me suis lancée vraiment au bon moment en amont, pas direct à la rentrée, je suis pas arrivée comme un cheveu sur la soupe comme on dit, mais vraiment me faire ma petite place en amont. Le bouche à oreille a fait son effet, les flyers, les affiches, le forum des associations aussi à Castries en début d'année m'a permis de pouvoir faire découvrir un petit peu mon enseignement en sachant que je propose du yoga vinyasa et du yoga danse, deux types de yoga différents et que ça m'a permis de me différencier aussi avec le yoga danse. Est-ce que je vis de mon activité? Alors il faut savoir que c'est seulement la 2e année que j'enseigne, je termine la 2e année, donc c'est très peu, ça demande beaucoup de temps. Alors ça c'est hyper important de comprendre que en devenant prof de yoga, on ne devient pas forcément très riche, sachez-le. C'est possible, c'est tout à fait possible et alors, arrêtons ce tabou aussi avec l'argent. On peut être prof de yoga et vouloir gagner sa vie, c'est tout à fait ok, en tout cas c'est mon cas. Mais ça demande du temps, je crois que la première année j'avais une 40aine d'élèves et là cette 2e année on était plus proche des 70, à peu près 65, 70, il faudra que je fasse le calcul, j'ai pas fait encore le bilan. Donc forcément ça va crescendo. Je vais être totalement honnête, je gagne moins d'un SMIC en sachant que j'ai 6 heures de cours par semaine en présentiel, on y reviendra sur l'organisation. Ça ne veut pas dire 6 heures de travail par semaine,
j'insiste, ça veut dire 6 heures de cours de yoga, ok? C'est deux choses totalement différentes. On a tendance à croire que les profs de yoga se touchent la nouille le reste du temps, mais absolument pas. Mes journées sont extrêmement remplies et à mon plus grand bonheur, hein, parce que j'adore ça. Et c'est important quand même de le conscientiser que je ne travaille pas que 6 heures par semaine. Donc voilà, en toute transparence, on peut pas dire que je vis bien de mon activité pour le moment. Je suis à peu près à moins d'un SMIC, je pense, pour le moment, et je me souhaite en tout cas de me développer encore plus pour les années prochaines. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que ça doit être un métier passion, vraiment une vocation, parce que les débuts sont difficiles, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme dans tous les métiers, et surtout comme tout métier quand on est à son compte, les débuts demandent de l'investissement, demandent du temps, demandent de la patience avant d'avoir les résultats escomptés. C'est pas impossible de très bien gagner sa vie dès les débuts, mais il y a quand même, surtout quand c'est dans une ville où il y a déjà du yoga, il faut d'abord arriver à faire sa place et petit à petit commencer à fidéliser les élèves et en récolter, on va dire, de nouveau. Donc voilà, je suis tout à fait transparente avec ça. Voilà, je ne vis pas encore complètement bien de cette activité, mais je suis pas non plus à plaindre en tant que telle. C'est évidemment tout à fait possible de bien gagner sa vie en tant que professeur de yoga. Il y a plusieurs façons de faire. Alors il y en a qui proposent énormément de cours dans la semaine. Moi, c'est vrai que c'est pas du tout mon but. J'ai pas envie de faire un 35 heures en tant que prof de yoga. C'est absolument pas possible, déjà parce que je sais que mon corps ne va pas suivre et j'ai pas envie de me dégoûter de la pratique. J'ai envie de garder du temps à côté pour ma pratique personnelle, pour pouvoir évoluer aussi dans mon enseignement et dans ma pratique déjà personnelle qui est hyper importante. C'est important de garder du temps pour soi et surtout pour tous les projets que j'ai à côté, en sachant que je préfère diversifier mes revenus, c'est-à-dire de proposer des cours en présentiel, de faire des ateliers événements, donc toute la partie événementielle, et de proposer également le en ligne que je veux développer à travers les programmes et cette chaîne YouTube qui est quand même une porte d'entrée pour moi, pour vous montrer un petit peu mon univers et ce que je propose. Donc moi, mon parti pris, c'est je veux gagner ma vie en tant que professeur de yoga, je vais pas vous mentir. Il faut arrêter avec les tabous autour de l'argent. On peut très bien être professeur de yoga et vouloir gagner sa vie, mais je veux le faire, on va dire, intelligemment, mais surtout aligné avec ce que je veux moi, c'est-à-dire un mode plutôt slow life où j'apprends à prendre le temps de vivre les choses en conscience, de les faire avec le cœur et pas d'être dans le faire pour le faire, mais de le faire parce que c'est l'élan du cœur et que je sais que c'est important pour moi et aligné avec ma vision du fait d'être à mon compte. Je ne suis pas à mon compte pour devenir prisonnière des heures que je peux faire en tant que professeur de yoga. Évidemment que j'ai envie de développer mes heures pour gagner ma vie, mais j'ai pas envie de devenir esclave de mon propre emploi du temps. C'est quand même un avantage d'être à son compte, c'est de s'organiser comme on le souhaite, donc je respecte ça. Et si je ne suis pas dans le salarié, c'est pour ne pas faire justement un 8h, 18h que j'ai pu faire pendant de longues heures en enfin plutôt 9h, 18h. C'est justement pour adapter mon emploi du temps à mon rythme, mes besoins et surtout le fait qu'en tant que femme en plus, on suit un cycle et pouvoir me calquer sur mon propre rythme. Donc ça, c'est hyper important, gardez-le en tête si c'est important pour vous. Vous allez parfois être très critiqué pour ces choix que vous allez faire, mais c'est important de vous entourer par des personnes qui respectent ça et surtout qui vous poussent à vous respecter vous et à croire très fort en vos projets et en vos rêves. Prochaine question, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier et ce que tu préfères le moins? Alors, ce que je préfère le plus, honnêtement, c'est le fait que certes, on me donne beaucoup en tant que prof de yoga à travers l'enseignement, l'expérience, la transmission de la philosophie, etc., etc. Mais en fait, on nous donne tellement, vraiment les élèves nous donnent tellement, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais moi quand j'ai des élèves qui me disent merci Solène, ça m'a fait tellement du bien, je me sens plus apaisée, j'ai l'impression de me reconnecter au corps, je me sens libre d'être moi-même, d'expérimenter le mouvement et tout, ça franchement pour moi c'est le plus beau cadeau du monde, de me dire que grâce à mon enseignement, grâce à mon métier, je procure du bien-être en fait autour de moi. Honnêtement, c'est ce que je préfère dans mon métier. Ce que j'aime le moins, je dirais, et encore qu'en tant que prof de yoga, on le vit peut-être un petit peu moins parce qu'on est quand même en relation avec les élèves, il y a du contact humain, c'est le fait d'être quand même vachement seul. Mais ça, je pense que ça vaut pour tous les autres entrepreneurs. Je suis beaucoup derrière mon ordinateur, je vous expliquerai après, ce qui fait que parfois je manque vraiment de contact et notamment pour brainstormer sur mes idées parce que j'ai 1000 idées à la minute et c'est très difficile à gérer au quotidien. C'est pour ça que le yoga et le mouvement m'aident à bien m'ancrer et bien me recentrer. J'ai tendance à être beaucoup là-haut, à beaucoup vraiment avoir de pensées et d'idées à la seconde. Et je dirais que voilà, c'est ça un petit peu le côté un peu négatif, c'est de me sentir parfois seule. Et évidemment aussi l'insécurité financière qui fait partie du jeu, je pense, quand on est auto-entrepreneur, de pas trop savoir combien on va gagner chaque mois. Bien que quand on est prof de yoga, on a quand même une visibilité
à l'année, qui est quand même mieux que ce que j'avais en communication où c'est des contrats de 1 mois, 3 mois ou 6 mois, donc ça laissait un petit peu moins de visibilité à long terme. J'ai une question qui ressemble un petit peu à celle-là, mais c'est plus largement sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur et le plus chouette dans le fait d'être à ton compte? Alors, le plus dur, je vais commencer par ça, je pense que selon les métiers, alors là, en tant que prof de yoga, je le vis un petit peu moins parce que je suis en présentiel, donc j'ai de l'échange avec les élèves. C'est la solitude. Concrètement, je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur et même si je vois beaucoup de gens donnant des cours, on n'est pas forcément à prendre le temps non plus de discuter pendant 3 heures. Donc je dirais que c'est plutôt la solitude et le plus, bah, pour moi, vraiment, l'aspect le plus positif d'être à son compte, pour moi, c'est la liberté d'organiser son emploi du temps. Honnêtement, je pense qu'en plus, selon les entrepreneurs, c'est totalement différent parce que moi, par exemple, je suis entrepreneur, mais je dépends quand même de certaines horaires, c'est-à-dire que j'ai mes cours le mardi soir, le jeudi soir. Il y a des entrepreneurs qui, par exemple, sont digital nomades parce qu'ils travaillent uniquement derrière l'ordinateur, donc ils travaillent du Japon, de Bali ou de France, ça leur change pas grand-chose. Donc là, la liberté est encore plus perçue, je pense, et appréciée dans ces moments-là. Mais je pense que vraiment le point pour moi le plus positif, c'est par exemple de me dire, ben, le matin, je me mets pas direct au travail, je vais par exemple m'aérer et pratiquer mon yoga au parc du château de Castries. Je rentre, je me fais ma petite tisane, ma petite routine, et ensuite je me mets à bosser. Si j'ai besoin d'une pause, ben let's go, je vais faire une pause. Si j'ai besoin de prendre un rendez-vous, ben je me pose pas mille questions, je peux prendre un rendez-vous en plein milieu de la journée si je veux. Voilà, pour moi, c'est la liberté vraiment de temps, à la fois géographique aussi pour certains, mais moi c'est plus en termes de temps et de pouvoir suivre mon propre rythme. Bien que, comme je le disais, j'ai quand même des créneaux qui sont figés dans la semaine. Mon rêve ultime, je pense, ce serait d'être uniquement en ligne pour pouvoir ne dépendre de personne et de pouvoir autant travailler de Bali par exemple que de France. Mais j'adore aussi ce côté présentiel qui pour moi est tellement important pour garder du lien. Et je trouve que la transmission, attention, c'est pas moins bien ou mieux, mais en tout cas, la transmission est différente, je trouve, à travers un écran qu'en présentiel. C'est vraiment pour moi un équilibre, en tout cas, que j'ai trouvé, bien que je veuille développer encore plus le côté en ligne. Prochaine question, à quoi ressemblent tes journées? Est-ce que tu fais du yoga tous les jours? Alors, honnêtement, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et il faut savoir que je prône à la base mode de vie slow life, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans le faire sans arrêt et d'apprendre à ralentir. Ça ne veut pas dire rien faire, mais d'apprendre à faire les choses avec plus de conscience et notamment à ralentir. Mais je vais pas vous mentir, en ce moment, je suis à fond les ballons, je travaille énormément, je suis beaucoup derrière l'ordinateur notamment. Aucune journée ne se ressemble. Après, évidemment, il y a une routine qui est installée dans le sens où je sais que le lundi soir j'ai cours, le mardi soir, le jeudi soir, le samedi matin j'ai cours, donc ça bouge pas. Et après, généralement, on a tendance, comme je vous le disais, à croire qu'on ne travaille que pendant les 6 heures de cours, mais j'ai toute la partie qui est très longue, toute la partie création des cours, donc créativité gestion aussi des élèves, échange avec les élèves, toute la partie communication qui prend énormément de temps, surtout d'ailleurs dans la période de rentrée où il y a toute la création de flyers, d'affiches, le forum des assos organisé, vraiment créer des outils de communication qui permettent de faire connaître mon activité. Donc il y a toute la partie communication qui prend du temps et moi en parallèle en plus de ça, vu que je me développe en ligne à travers ma chaîne YouTube, des programmes en ligne, on y reviendra sur les projets futurs que j'ai, mais vraiment toute cette partie création de contenu me prend énormément de temps en sachant que il y a toute la partie création du cours que je vais filmer ou que je donne en présentiel, toute la partie quand c'est pour YouTube, filmer la vidéo, puis monter, faire le montage, parfois la voix off, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, la création de contenu sur Instagram, toute la partie groupe WhatsApp que j'ai pour chaque cours, je viens communiquer sur toutes les actualités, donc ateliers, événements, les cours, etc. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup de missions et honnêtement, il n'y a aucune journée qui se ressemble. La seule chose que j'essaie de faire, même si en toute transparence, non, je ne pratique pas le yoga tous les jours en tant que pratique personnelle, parce que oui, je donne des cours quasiment tous les jours, après sinon avec les cours particuliers, cours en présentiel, ateliers, événements, etc. Mais même si c'est pas du yoga, par contre, j'essaie tous les jours ou presque de me mettre en mouvement, c'est-à-dire même de faire quelques petits étirements, ça n'a pas forcément le besoin d'avoir la casquette yoga, mais vraiment de mettre en mouvement pour faire circuler, parce que comme je vous le disais, je suis beaucoup dans mon mental, c'est vraiment mon vice en tant que prof de yoga, cliché, hein, on n'est pas obligé d'être tout le temps zen, ça m'arrive d'être très stressée très souvent, d'ailleurs à bas les préjugés sur ce métier où j'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec tous ces préjugés du fait
il faut être vegan, on mange des graines, on est tout le temps chill, on n'est jamais stressé, on se met jamais en colère. Et bien, petite anecdote, je suis l'inverse de tout ça. Je ne suis pas végane, en tout cas pas pour le moment. Je ne mange pas de graines, en tout cas pas que des graines. Je me mets très facilement en colère. Je suis quelqu'un de très stressé, justement le yoga m'aide énormément. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a des outils à notre disposition pour essayer en tout cas de temporiser tout ça et surtout d'accueillir, de ne pas être dans la confrontation avec tout ça, mais d'accueillir et de pouvoir s'exprimer et libérer tout ça à travers le mouvement. Donc voilà, aucune journée ne se ressemble, mais après j'ai un quotidien, on va dire, où c'est certain que je filme pour la création de contenu, je suis dans la créativité plus et je donne mes cours régulièrement. Et je pense que c'est hyper important de garder cette pratique personnelle, même si c'est pas 1 heure par jour, parce que clairement des fois on est épuisé, même si je donne que 2 heures, 3 heures de cours par jour. C'est beaucoup d'investissement et d'énergie. C'est vrai que parfois j'ai pas forcément l'énergie après de pratiquer pour moi, mais juste 5, 10, 15 minutes par jour, ça permet en tout cas de sortir de ce mental, de déverrouiller le corps et de venir faire circuler l'énergie. Donc c'est hyper important d'entretenir en tout cas de cette façon-là. Prochaine question, est-ce qu'on peut pratiquer avec toi même si on n'a jamais fait de yoga? Alors oui, bien sûr, en sachant que je fais pas de groupe de niveau dans mes cours. Je fais des cours en fonction du type de yoga que je propose, mais les débutants sont les bienvenus, les intermédiaires, les avancés. J'aime pas du tout parler de niveau en yoga. Donc que vous soyez débutant ou pas, toutes les personnes sont les bienvenues dans mes cours, en sachant que j'adapte les cours avec des variantes en fonction de votre avancée dans la pratique de yoga. Et sachez qu'il n'y a pas de niveau en yoga. Il n'existe pas des yogis dits confirmés ou complètement débutants. Pour moi, c'est juste est-ce qu'on a déjà fait ou pas du yoga, tout simplement. Mais j'aime pas parler de niveau. Alors évidemment qu'il va y avoir le fait de la découverte des postures, de pas savoir quelle est cette posture du guerrier 2, le triangle, trikonasana, ce que vous voulez. Mais ce qui est le plus important, c'est cette reconnexion au corps, c'est d'apprendre à être à l'aise dans la posture, dans le sens où on respire de manière fluide, où on arrive à ajuster en fonction de nos ressentis, et surtout d'accepter aussi que chaque corps est différent et que notre corps évolue au fil du temps. Donc on sera peut-être à l'aise à certains moments et d'autres un petit peu moins, donc c'est important. Donc toutes les personnes sont les bienvenues dans mes cours, et j'aime beaucoup d'ailleurs avoir les débutants et pouvoir justement leur faire prendre conscience de tous les bienfaits de cette pratique merveilleuse qui est le yoga. Prochaine question, c'est quoi tes projets pour plus tard? Alors, mes projets pour plus tard, ça va être déjà de continuer à développer le présentiel, de continuer à proposer des ateliers, des événements, et notamment d'étoffer un petit peu ces propositions. Pour le moment, en fait, je propose plutôt des ateliers sur 2 heures, 2 heures et demie. J'aimerais potentiellement proposer des journées bien-être, des week-ends bien-être, petit à petit. Voilà, d'étoffer un petit peu sur le temps pour proposer encore plus de choses et être vraiment en immersion dans mon univers. J'aimerais développer plus ma chaîne YouTube, sur laquelle je suis vachement investie, en tout cas en ce moment, avec du contenu qui change un petit peu de ce que je faisais d'habitude. Vous avez peut-être remarqué avec les vlogs notamment que je propose, pour vraiment vous donner une idée de ma vie en tant que prof de yoga et en prônant ce mode de vie un petit peu plus slow. Et j'aimerais beaucoup développer la partie programme en ligne, en sachant qu'actuellement je suis dans un rythme soutenu parce que je suis en train de construire mon programme Yoga Summer Flow qui sortira le 23 juin. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire en barre d'infos à la liste d'attente qui vous permet d'avoir toutes les infos en avant-première, d'avoir une offre exclusive pour le lancement qui sera envoyée uniquement pour les personnes inscrites à la liste d'attente, et recevoir une séance gratuite inédite qui ne fait pas partie du programme et qui donne un aperçu de ce que je propose dans ce programme. Donc j'ai trop hâte de le sortir et je suis vraiment focus en tout cas sur ça en ce moment. Et j'aimerais également d'autant plus développer mon approche Holiflow, qui est une approche holistique du mouvement qui allie yoga, mouvement intuitif, pratique énergétique et somatique. C'est une approche qui me tient à cœur parce que j'ai tendance à me sentir un petit peu, comment vous dire ça, mise dans une case en tant que prof de yoga. Et en toute transparence, c'est une prof de yoga qui vous dit ça, je ne me reconnais pas à 100% en disant que je ne suis pas complète en pratiquant que le yoga à proprement parler. J'ai tendance à dire que en pratique de yoga, je me sens un petit peu trop figée en fait dans le respect de l'alignement, des postures, etc. J'ai besoin de rajouter des mouvements intuitifs, de vraiment rajouter de l'expression libre du corps pour pouvoir accueillir pleinement les émotions, mais surtout pour pouvoir les libérer, pas forcément qu'à travers des postures où on reste dans la posture. On peut trouver du flow, évidemment, c'est ce que je fais d'ailleurs à travers le yoga dance, mais j'ai besoin vraiment de rajouter ce mouvement intuitif qui fait pleinement partie de moi depuis toujours, qui est
la façon dont je me recharge le plus, dont je me libère le plus, c'est ma façon de m'exprimer. Et j'avais à cœur de l'inclure dans mon enseignement, mais en toute transparence, j'ai du mal à l'assumer encore. J'ai du mal à assumer pleinement cette casquette de c'est pas que du yoga proprement parlé que je propose, pas que du yoga vinyasa, c'est pas que du yoga danse, c'est du yoga à travers mon approche Oliflow. Donc j'ai vraiment envie de développer ça. Je le fais d'autant plus sur ma chaîne YouTube, je le fais d'autant plus sur les programmes que je propose, lors des ateliers également, mais j'aimerais l'inclure un petit peu plus dans mes cours aussi de yoga. J'avoue que j'ose pas par exemple appeler mes cours yoga Oliflow parce que j'aurais peur de perdre mes élèves qui comprennent pas forcément ce que je propose, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, faudra que j'accepte, que je trouve cette légitimité dont on parlait tant à travers voilà, le fait de potentiellement petit à petit le proposer à travers voilà, les ateliers, les événements et l'inclure au fur et à mesure d'autant plus dans mes cours en sachant que, spoiler, je vous confie ça, mon rêve le plus fou, vraiment, ça serait de pouvoir transmettre en fait cette pratique Oliflow comme on enseigne le yoga, de pouvoir enseigner Oliflow à de prochains guides du mouvement qui voudraient transmettre en tout cas cette approche du mouvement. Donc à long terme, c'est vraiment mon projet plus mon projet du cœur et à court moyen terme, c'est tout ce que j'ai pu vous dire, développer le en ligne et le présentiel en s'axant de toute façon d'autant plus sur Oliflow. Et j'avais une question d'ailleurs qui était, ça consiste en quoi en fait Oliflow? Je viens de vous répondre du coup à cette question. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrais potentiellement vous expliquer un petit peu plus en profondeur sur tout ça. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer pour devenir professeur de yoga? Alors honnêtement, je vais vous donner un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Enfin, c'est pas un finalement, c'est 3 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne et que du coup je vous donne à vous si vous souhaitez vous lancer en tant que prof de yoga en sachant que ça vaut finalement un petit peu pour tous les métiers. Premièrement, ce serait d'apprendre à vraiment écouter votre petite voix intérieure, à écouter votre intuition, à essayer de sortir ces fluctuations du mental qui vont vous dire eh oui mais si ça marche pas, et si, et ça, et tatati, et tatata, toutes ces histoires là qui se racontent là-haut qui vous empêchent d'aller vers là-bas, toutes ces peurs qui prennent le dessus. Dites-vous que s'il y a de la peur, généralement, en tout cas dans ces cas de figure-là, c'est là où il faut aller, c'est là qu'il y a quelque chose qui vous attend d'encore mieux. Certes, c'est sortir de votre zone de connu, c'est sortir de votre zone de confort, ça demande un effort, mais généralement, il se passe vraiment de très belles choses quand on arrive à vraiment passer le pas, à franchir le cap. Donc vraiment, écoutez votre petite voix intérieure. Elle sait, même sans savoir pourquoi, elle sait que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter, que c'est vraiment là, en tout cas, qu'il faut aller. Deuxième conseil, c'est de s'armer de patience. On a tendance, notamment quand c'est une reconversion, à vouloir que tout se passe vite, que tous les résultats arrivent vite, que tout se dégoupille rapidement. Mais, en plus, c'est ce qu'on nous apprend en pratique de yoga notamment, le chemin compte plus que le résultat. Je sais que ça peut être bateau, mais c'est tellement vrai. On apprécie, il faut apprendre en tout cas, à apprécier ce cheminement. Si on a tout de suite, d'ailleurs on le voit, des fois on a des rêves plein la tête, c'est-à-dire, je sais pas, moi il y en a plein par exemple, ils ont pour projet, si on parle du matériel par exemple, je sais pas moi, d'avoir une Porsche, d'avoir un sac de luxe. Ok, mais quand on l'a, on a envie d'avoir encore plus. Ça nous suffit jamais, on veut toujours plus. Donc finalement, apprécions le cheminement en fait pour y arriver. Apprécions que ce soit pas forcément facile, mais du coup on savoure en fait d'autant plus le résultat après, mais on savoure surtout ce cheminement. Quand on devient professeur de yoga, à travers notamment la formation qu'on suit, il y a un gros cheminement qui se fait personnellement. Moi, je sais que ça a été le plus dur à gérer, c'est qu'il y a eu beaucoup de chamboulements intérieurs quand je me suis formée au yoga, quand j'ai décidé d'entreprendre ce cheminement dans le yoga. Il y a beaucoup de choses qui ont ressurgi en moi, j'ai fait un rejet de certaines choses où maintenant je commence, à retendre un petit peu vers un juste équilibre. Voilà, c'est bouleversant. Honnêtement, c'est bouleversant parce qu'on vient travailler en profondeur sur soi, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand sans forcément parler de religion, mais à tout ce qui est un petit peu spiritualité, etc. Donc ça fait bouger des choses. Et donc forcément, ça demande du temps aussi de digérer, d'emmagasiner tout ça avant de pouvoir l'enseigner ensuite. Donc il y a ce gros travail personnel, je trouve, qui se passe avant de pouvoir tendre vers l'enseignement, en tout cas, de tout ce que vous aurez pu conscientiser et apprendre. Et troisième conseil, et je pense que c'est le plus important des conseils, donc au début de mon enseignement, finalement il y a 2 ans, puisque c'est assez récent, je voulais plaire à tout le monde. Honnêtement, je me disais, il faut que je perde aucun élève, c'est hyper important que je sois parfaite, que je fasse du yoga qui convienne à tout le monde, etc. Et en fait, je vous le conseille absolument pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à votre propre enseignement.
Il peut y avoir autant de profs de yoga qu'il existe d'êtres humains sur Terre. On a beau partager le même yoga, d'ailleurs on a beau être plusieurs profs de yoga sur Castries, on a toutes et tous une approche différente, un enseignement qui est différent du fait de notre expérience personnelle, du fait de nos formations, parce qu'on propose peut-être pas forcément la même école de yoga à travers notre enseignement. Et en plus de ça, on a tous une approche différente. Moi, par exemple, mon approche est beaucoup tournée sur le mouvement intuitif, la reconnexion au corps. On n'est pas du tout dans la performance, je suis pas du tout sur les postures sur la tête, sur les mains. Je ne critique absolument pas ceux qui font ça parce que je trouve que c'est génial d'ailleurs de se challenger de temps en temps. Je le propose à mes élèves, mais c'est pas le socle de mon enseignement. Et je pense que c'est important de prendre du recul et de se dire qu'on attire à soi les élèves qui correspondent à notre enseignement et pas le contraire. Ne vous adaptez pas aux élèves que vous avez en face. Les élèves viendront à vous en fonction de ce qu'ils ont envie de rechercher. Le principal, c'est d'être ajusté à soi, à son propre enseignement, parce que c'est ce qui fait que vous allez durer. Sinon, si vous vous calquez sur vos élèves vont changer régulièrement. Certes, il y en a qui vont rester parce qu'on fidélise et que le feeling est hyper important avec la prof, mais vous allez perdre des élèves et c'est tout à fait normal. Je pense que même vous aimez tester de nouveaux cours, de nouvelles approches, de nouveaux professeurs de yoga, donc c'est normal. Restez fidèle à vous-même et vous attirez à vous ce qui est juste pour vous. Ça, c'est vraiment le plus beau et le plus important des conseils, en tout cas, que je peux vous transmettre, je pense, pour bien clôturer cette vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo FAQ vous aura plu, sera répondu à vos questions. Je pense que je proposerai peut-être une deuxième FAQ. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir y répondre. J'ai adoré pouvoir vous partager un petit peu mon parcours et mon positionnement par rapport à tout ça. J'ai hâte de continuer à vous partager en tout cas tout ce que je souhaite mettre en place. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo, que ce soit ce genre de vidéo, des vlogs ou des flows autour du yoga et de mon approche Oliflow. N'oubliez pas également de me laisser un petit j'aime et me dire en commentaire si vous avez d'autres questions ou me dire si ce format vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Oliflow.